bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture sur mes premières lectures du mois d'avril. Et autant il y a des choses un peu moins bien, autant il y a des coups de cœur. Mais des coups de cœur. Je vais commencer tout de suite par vous parler de ma lecture non physique puisque je l'ai lue sur liseuse, que j'ai malheureusement abandonné. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers. C'est le premier tome de la saga qui s'appelle je crois Les Voyageurs et c'est publié chez La Talente. Alors, vous verrez que je vais vous parler plus en détail de ce livre dans une vidéo qui va arriver très bientôt, donc restez connectés. Mais ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est que c'est de la science-fiction qui est très accessible, qui est très cosy dans le sens où il n'y a pas des enjeux qui sont très forts, c'est surtout de la vie quotidienne, surtout des conversations entre personnes, de l'appréciation des us et coutumes de plusieurs peuples. Et du coup c'est assez lent. Après ouais, ça me dérange pas que l'histoire soit lente, mais c'est vrai que quand on est dans un roman qui est très cosy, très contemplatif, c'est un petit peu à double tranchant parce que soit on adore et c'est genre le gros coup de cœur, soit on peut s'ennuyer. Moi malheureusement je me suis ennuyée, malgré que objectivement je trouve de très belles choses à redire sur ce livre, notamment que c'est un roman qui est incroyablement inclusif et tolérant. Voilà, je pense que c'est un roman tolérant où on va suivre plusieurs espèces aliens qui cohabitent avec une espèce humaine dans un vaisseau en fait qui crée des trous de verre pour faciliter le passage de marchandises, de trucs comme ça dans l'espace. Et en fait tout va tourner autour de la découverte des manières des autres et c'est surtout aussi le fait que c'est fait avec beaucoup de bienveillance et que le personnage principal ne se dit à aucun moment, enfin le personnage qu'on suit en tout cas, ah c'est pas normal, ah c'est dégueu ou des trucs comme ça. Vraiment juste il emmagasine les informations et il n'y avait pas vraiment de jugement de valeur dessus et ça j'ai trouvé que c'était très beau. C'est vraiment un roman qui est bourré de tolérance et d'inclusivité, mais moi ça m'a pas suffi parce que je n'ai pas réussi à m'intéresser ni à l'intrigue ni au personnage, j'ai pas réussi à m'y attacher et du coup au bout de la moitié du roman je m'ennuyais un petit peu quand même. Donc c'est pas un roman que je ne recommande pas parce que je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de gens et puis il a des messages qui sont quand même très forts. Mais moi ça n'a pas suffi à me convaincre malheureusement. J'avais très envie de l'apprécier ce roman et j'ai préféré arrêter parce que j'ai senti que voilà avec moi ça le faisait pas. C'est comme ça, on peut pas tout aimer. On peut pas, même si objectivement il y a des très bonnes choses dans des romans, on peut pas contrôler l'aspect affect. On peut contrôler si la plume est belle, si les tournures de phrases sont bien faites, s'il y a une structure dans le roman, s'il y a des messages intéressants, mais par contre tout ce qui est relatif à l'affect on peut pas le contrôler et pour moi clairement voilà ça n'a pas fait. C'est pas grave, c'est un petit loupé, du coup tant qu'à faire je vais vous parler de mon deuxième loupé. On va faire crescendo du moins bon au meilleur on va dire, même si moins bon c'est pas vraiment le terme, c'est plutôt de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. On va faire comme ça on garde le meilleur pour la fin. Autre livre que j'avais très envie d'aimer et ça l'a pas trop fait pour moi, c'est Capitale du Sud, donc le premier tome, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. C'est une saga qui s'appelle La Tour de Garde qui est écrite en double trilogie et il faut lire le tome 1 de la première trilogie puis le tome 1 de la deuxième trilogie et voilà, le faire en quinconce. Ce livre a énormément souffert du fait que j'écoutais un livre qui a, alors je dirais pas des similarités, mais qui est du même genre et du même ordre en audio que j'aimais beaucoup plus. Du coup celui-là il me paraissait très fade à côté. Je pense que c'est vraiment ce qui a tiré une balle dans le pied de celui-ci. Sachant que de plus j'étais très fatiguée quand je l'ai lu. C'était un moment où je pense que j'étais pas disponible pour une nouvelle histoire, sachant que l'autre je l'avais déjà lu mais je vous en parlerai après et surtout c'était en audio donc c'était beaucoup plus facile de me perdre dedans alors que là il fallait vraiment le soir alors que j'étais épuisée me plonger dedans et j'avoue que j'ai pas réussi. On va suivre donc les aventures de Nox qui est un page, un servant mais aussi quand même il a une position assez élevée dans la maison de la Cacouane puisque vous avez plusieurs maisons de ducs en fait dans la cité de Gémina je crois que c'est, ou Gémini ou Gémina. Et en fait un jour sa sœur elle va
faire une blessure en fait à la fille d'un duc d'une autre maison, et du coup il va avec son duc aller s'excuser à sa place parce que sa sœur c'est une vieille folle, clairement c'est une vieille folle sa sœur. Et à partir de là toutes les intrigues politiques vont se mettre vraiment en place et ça va vraiment entraîner une succession d'événements qui vont changer un petit peu la face en fait de la cité et qui vont surtout commencer une espèce de guerre de pouvoir qui était déjà un peu sous-jacente mais qui n'était pas exposée au grand jour. Et j'ai pas réussi non plus à me mettre dedans, à apprécier les personnages, à suivre l'intrigue avec allaitement, mais en fait je sais pas si c'est juste que c'était pas le bon moment. Parce que quand j'y réfléchis, ça a quand même beaucoup de similarités dans la construction un peu lente, dans le contexte très politique, dans l'apprentissage de ses propres capacités du personnage principal. Je trouve qu'il y a quand même des similarités avec le fameux livre dont je vous parlerai à la fin parce que... Voilà, best saga ever. Mais objectivement, je pense que ça aurait dû me plaire en fait. Et je me rappelle que cette fameuse saga, dont je vous dirai le nom au bout d'un moment, j'avais pas aimé le tome 1 au début parce que c'était pas non plus le bon jour et j'étais fatiguée, j'avais pas réussi à me mettre dedans. Et là, à la relecture, c'était incroyable. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il s'est pas passé ça avec ce livre-là? Est-ce que au lieu de partir dans l'optique que j'ai pas forcément appréciée, que c'était bien mais sans plus, est-ce que je continue quand même? Au risque d'être éblouie la prochaine fois. Voilà, c'est la question que je me pose. Je pense franchement que je vais donner une chance à cette double trilogie, une chance supplémentaire, parce que vraiment j'étais pas du tout dans les meilleurs auspices pour lire ce livre, donc voilà, et j'ai très envie d'aimer. Du coup je donnerai sa chance quand même encore à la saga, si ça marche toujours pas, c'est que pour le coup c'est que ça me plaisait pas, et si ça marche bien, peut-être que ça me donnera envie de le relire. Nous verrons. Ensuite, sur l'échelle du kiff, j'ai lu Le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake, publié chez Faubourg Marigny. C'est la parution d'avril des éditions Faubourg Marigny, dont je vous le dis à chaque fois, je suis partenaire cette année, du coup je reçois toutes les épreuves non corrigées. Enfin toutes, il y a 9 titres je crois, 9 ou 10 titres qui sortent sur l'année. J'en ai déjà lu pas mal. Celui-là, j'avais beaucoup d'attentes, parce que c'est un livre qui se passe pendant qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, juste à la fin, au Japon, avec l'installation des GI américains et tout ce que ça peut entraîner d'être le pays perdant et comment chacun va un petit peu vivre tout ça, sachant qu'on a plein de personnages qui sont très différents. Vous avez un professeur japonais qui va traduire des lettres des GI aux japonaises désespérées qui vont vendre corps et âme pour pouvoir payer ces traductions. Vous avez un soldat sino-américain qui lui va traduire les lettres qui sont envoyées au général américain. Vous avez une petite fille japonaise dont la grande sœur a dû malheureusement aller travailler dans un dancing. Alors techniquement elle ne couche pas, mais elle danse et voilà, elle fait un peu la dame de compagnie des soldats. Et elle sait pas ce qu'elle devient, du coup elle veut la retrouver. Vous avez une petite fille qui est canadienne mais de parents japonais, qui a été forcée avec ses parents, avec son père du coup parce que sa mère est décédée, de retourner au Japon parce qu'en fait ils avaient le choix au Canada, soit d'être enfermés dans des camps, soit de partir au Japon. Sachant qu'elle n'a connu que le Canada dans sa vie, donc elle est complètement dépaysée. Et je sais plus s'il y a un autre personnage principal, mais enfin voilà, on suit vraiment une palette de personnages et c'était très beau, c'était très doux, comme toujours avec la plume asiatique en général. Moi j'aime beaucoup ce genre de plume parce qu'il y a une certaine poésie tout en racontant des atrocités, de la cruauté, du racisme, mais c'est écrit tellement, c'est tellement beau en fait, c'est super beau, ça me fait vraiment penser à des cerisiers, voilà, genre, je vous jure, c'est quelque chose de particulier je pense. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la plume, mais il m'a manqué ce petit truc qui vous tord les tripes. Ce petit truc émotionnel, vous avez la larme à l'œil ou ouais, vous avez mal au ventre et ça l'a pas fait avec moi. J'ai bien aimé, objectivement c'était une chouette lecture, mais il m'a manqué ce truc. Ce truc qui ferait que ça serait un roman mémorable en fait. Et du coup c'est un peu dommage parce que ça avait tout pour me plaire. Ça m'a plu mais sans plus et j'aurais préféré adorer cette lecture évidemment, vous vous en doutez. Mais c'était quand même vachement chouette.
Voilà. Ensuite, sur l'échelle du kiff, on remonte avec une très bonne lecture. Il s'agit de Entre les lignes de Jasmine Guillory, publié chez Disney dans la collection Modern Princess. Je vous avais déjà parlé de cette collection avec le tome sur Cendrillon que je l'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. C'est une collection qui va porter sur des romances modernes, contemporaines, sans scène olé olé, très important, et où vraiment on est sur de l'inclusivité plus. La première sur Cendrillon c'était par rapport au surpoids, et là on est sur des personnes de couleur. C'est une chose qui est exploitée dans le livre, dont il est fait mention plusieurs fois par rapport au racisme que peut subir la personnage principale, qui soit du racisme classique ou le fait par exemple d'être sollicité seulement parce qu'on est noir et d'avoir l'impression que c'est vraiment que pour ça et pas parce qu'on est compétent. Voilà, il y a vraiment tout type de problématiques par rapport à ça. Le personnage masculin est métis, je crois, il me semble. Donc ça aussi c'est fait mention. Et donc on va suivre une réécriture de La Belle et la Bête avec Isabelle qui travaille pour une maison d'édition et qui va être envoyée chez Beau, qui est un fils d'eux, un petit peu bourru, qui a promis des mémoires mais qui est très en retard avec sa deadline, et du coup elle va aller va vivre chez lui pour pouvoir l'aider à travailler ses mémoires. Il y a des choses très intéressantes au niveau de la psyché des personnages à l'intérieur. Il y a des questionnements familiaux, il y a des questionnements professionnels, il y a des questionnements sur le racisme, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce roman. Les références au Disney sont très chouettes, bien que j'ai trouvé que à partir de la moitié du roman il y en avait beaucoup moins et on s'éloignait énormément de l'histoire de base, et j'ai trouvé que peut-être un peu trop à la fin. On était peut-être un peu trop loin de La Belle et la Bête, bien que je trouve ça chouette que vraiment ils réinventent complètement les choses, mais à la fin je trouve qu'on était peut-être un petit peu trop loin. Et surtout au niveau du personnage principal masculin, qui à la fin a été vraiment trop gentil à mon goût. On avait perdu tout ce qu'il faisait de lui, c'est peut-être un peu bourru parce que la bête, même si elle se radoucit, c'est voilà, un caractère de cochon quand même, voilà. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'on perde ça, bien que ce soit cool que le personnage principal féminin, donc Isabelle, garde ce côté un peu buté et droite dans ses baskets du personnage du dessin animé. Donc voilà, c'était très chouette, j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est écrit gros, voilà, c'est de la romance contemporaine, ça se lit très facilement. Et puis je trouve que ça apporte de beaux messages. Voilà, c'était très très cool. Je vous le recommande. Alors là, il est très difficile de départager le groupe de livres dont je vais vous parler de celui que je vais vous présenter tout de suite, puisque très honnêtement ce fut un coup de cœur absolu, que ce soit l'un ou l'autre. Donc voilà, là on est sur l'échelle du kiff extrême pour cette fin de vidéo. Le premier livre que je vous présente, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est publié chez Hauteville et j'ai eu l'idée incroyable de lire ce livre et en parallèle de regarder la série télé Daisy Jones and the Six, qui est tirée d'un livre de la même autrice. Alors je sais que je parle normalement que de livres, mais là je vais faire une petite exception pour vous parler de la série. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, mais à 1000%. Elle est magnifiquement bien jouée, l'histoire est incroyable, mais bon ça c'est pareil avec le livre, même si j'ai pas encore lu le livre. Les acteurs sont géniaux, les découpages d'épisodes sont parfaits et les chansons sont exceptionnelles. Je me fais la BO en boucle depuis une semaine, depuis que j'ai fini la série, je ne peux pas m'empêcher. Entre ça et l'écoute audio, voilà, je suis tiraillée, mais je vous jure qu'elle est incroyable cette série. Je n'ai pas lu le livre, donc je peux pas vous dire ce qui est mieux, mais sachant qu'on suit un groupe de rock fictif, le fait d'avoir les chansons dans la série, c'est quand même un gros plus, sachant que, et ça je trouve que c'est l'échelle du génie ultime, les acteurs ont réellement appris à jouer et ce sont vraiment eux qui ont enregistré les chansons et surtout qui jouent quand vous les voyez jouer pendant la série. Vous voyez que c'est les vraies notes. Enfin moi qui ai fait de la musique pendant des années, qui connais un peu des bases dans tous les instruments d'un groupe de rock du moins, c'est les vraies notes qui sont jouées, les vrais rythmes, et j'ai trouvé ça fabuleux. Bref,
Petit aparté sur Daisy Jones and the Six, regardez cette série, pour vous parler donc de ce roman qui est de la même autrice qui va suivre Evelyn Hugo qui a 80 ans, qui était une star du cinéma du Golden Age et qui décide tout d'un coup de raconter ses mémoires, raconter sa vraie vie et pas celle qu'on lui a inventée par les journaux. C'était une histoire formidable. Vraiment, j'avais très peur parce que ce livre a tellement de hype que je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Si vous avez encore peur comme moi à cause de la hype, lancez-vous quand même parce que franchement c'était une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour, bien que moi personnellement je n'ai pas aimé les personnages principaux. Je ne les aimais pas parce que je les trouvais égoïstes, je les trouvais très autocentrés, méchants parfois, mais en fait c'était ça qui était beau, c'est qu'ils étaient complètement humains et qu'ils étaient pas faits pour qu'on les aime et ils étaient pas faits pour qu'on aime non plus leur relation, juste qui était ultra méga toxique, mais c'était raconté d'une façon que c'était parfait. Voilà. Mon personnage préféré c'est Harry. Harry c'est genre le best, vraiment c'est un personnage qui m'a bouleversée, j'ai pleuré dans ce livre. Je l'ai lu en lecture commune avec Lovelda et Maud et franchement c'était une lecture commune géniale où tous les soirs on était là genre oh mais c'est incroyable comme livre, et je vous jure qu'en fait c'est difficile à raconter parce que on peut pas tout dire non plus pour vous expliquer pourquoi c'était bien, mais moi ce que j'ai trouvé bien c'était que justement j'ai pas du tout aimé les personnages principaux et que j'aurais dû du coup pas du tout aimer ce livre, alors qu'en fait la plume, le contexte, les événements, tout ça faisait que juste c'était une histoire qui était passionnante. C'était une histoire vraiment passionnante, palpitante, alors que c'est juste l'histoire d'une star de ciné et de ses nombreux amours. Mais on s'y croyait quoi, on s'y croyait vraiment et j'avais qu'une envie, c'était de retourner à ma lecture tous les soirs. Je pourrais pas vous expliquer plus pourquoi j'aime ce livre, mais franchement si vous avez peur parce que y a beaucoup de hype derrière, n'hésitez plus, allez-y parce que c'était génial. Et enfin, la crème de la crème, l'Assassin Royal. Bah oui voilà, je vous en ai déjà parlé de l'Assassin Royal et je continuerai à vous en parler longtemps encore je pense. Puisqu'il y a 56 tomes à peu près, donc voilà. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, j'avais pas accroché. Peut-être parce que c'était pas le bon moment, que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et là j'ai fait la relecture et c'était génial. En fait l'Assassin Royal à la base c'est une saga qui va suivre Fitz Chevalery qui est le fils bâtard du futur roi, pour parler avec des termes qui parleront à tout le monde. Et en fait quand il arrive à Castelcerre qui est donc la résidence royale, son père a tellement honte qu'il va s'exiler et il va renoncer au trône. Ce qui va faire que c'est son plus vieux frère Vérité qui va être le prétendant au trône, celui qui héritera une fois que le roi en place sera mort. Sauf que Vérité il a jamais été élevé pour régner, il a toujours été élevé pour servir son frère, pour l'aider, pour l'épauler, pour être son plus proche conseiller, pour aller dans les batailles, voilà, mais il n'a pas été du tout élevé pour prendre le contrôle en fait. Et on va suivre Fitz qui est donc qui est accueilli par son grand-père qui lui dit qu'en gros c'est pas un membre royal mais que il va faire en sorte qu'il ait une place particulière et il va en faire son assassin. Du coup il va être formé à ce qu'on appelle l'art, qui est l'espèce de pouvoir des lignées royales, qui est de pouvoir par exemple parler avec quelqu'un à distance, en pensée, pouvoir s'introduire dans les pensées de quelqu'un, pouvoir modifier les rêves, enfin, voilà, c'est un pouvoir un peu particulier mais qui agit énormément sur l'esprit. Sauf que Fitz il a un second pouvoir, c'est le vif, celui de pouvoir faire pareil avec les animaux, et ça c'est interdit, c'est très mal vu, du coup il le garde pour lui. Et en même temps qu'il va être entraîné à l'art, il va être pris sous l'aile de un breton étoile qui n'est autre que l'assassin actuel du roi, qui va le former à devenir le futur assassin du roi. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire de base, sauf que dedans il y a aussi le plus jeune fils du roi qui s'appelle Royal, qui est le pire CO2NARD du monde, qui lui est le demi-frère de
Vérité qui est donc l'héritier et de Chevalerie qui était le père de Fitz. Donc c'est pas leur frère biologique à 100%. Et lui il est... comment dire? Il est ambitieux, il est sournois, il est mesquin, il est... calculateur, c'est un petit peu un Loki. Ouais, il est un petit peu enjôleur, mais en fait il manigance tout par derrière, il s'énerve très facilement, il a très mauvais caractère, et en fait Royal, tout ce qu'il veut tout simplement c'est prendre le pouvoir, et du coup il va tout faire pendant toutes les sagas pour prendre le pouvoir, en gros c'est ça. Royal c'est le méchant de l'histoire. Royal c'est le méchant qu'à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait une action, vous êtes tellement énervé que vous avez envie de jeter votre livre par terre, tellement vous le détestez. Et Vérité c'est mon voilà, c'est mon préf. Vérité, c'est un homme qui a énormément de choses sur ses épaules, qui n'était pas du tout prêt à ce qu'on lui impose, et qui doute beaucoup de lui, parce qu'il dit toujours qu'en fait son frère il était tellement mieux que lui, parce qu'il a toujours été dans l'ombre de son frère, et il l'aimait tendrement son frère en plus, et vraiment il avait que dévotion et admiration pour lui, et du coup il est très mal à l'aise avec sa nouvelle position. Il essaye de faire plaisir à tout le monde, mais c'est toujours très difficile, et surtout il a le poids du monde sur ses épaules, le pauvre. Et malgré ça, il fait toujours la chose qu'il faut, quitte à mettre son bien-être de côté, et je le trouve fantastique. Voilà, Vérité, si jamais j'étais dans ce monde-là, je serais amoureuse de lui. Voilà. Et je pense que on peut pas s'empêcher de tomber amoureuse de Vérité. C'est un personnage qui est tellement bon et tellement complexe, et en même temps, malgré tout ce qui peut lui passer par la tête, il va toujours faire le bon choix. Il va toujours se sacrifier. Et vraiment, c'est un personnage que j'adore. Fitz, c'est un petit peu un mélange de tout. Fitz, c'est quelqu'un qui va être très porté sur ses émotions et qui va pas forcément faire la bonne chose, mais qui va faire ce que lui pense qui est bien et surtout ce que son cœur lui dicte. Alors que Vérité va plus penser avec sa raison. Et du coup ça en fait des personnages qui sont très différents mais qui sont très complémentaires. Et il y a une relation affectueuse mais pas trop, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être trop proches. Parce que c'est quand même le bâtard de son frère. Donc il y a une certaine bienséance à tenir en public, mais il y a une certaine parenté, presque une paternité qui va se lier entre les deux, très particulière. Mais en fait ce qui est très étonnant, c'est que Fitz il va nouer plusieurs paternités avec plusieurs personnages qui vont lui apporter différentes choses. Il y a Ambre qui va l'initier aux arts de l'assassinat. Il y a Burick qui est le maître d'écurie qui va l'élever quand il est tout petit, avant qu'il commence à apprendre l'art. Et vous avez Vérité qui va vraiment avoir ce rôle de lien du sang. Voilà. Et il va y avoir énormément de questions de paternité et de lien filial dans cette saga que je trouve très intéressant. Surtout il y a des magouilles politiques dans tous les sens, parce que au-delà de ça, si ce n'était que ça, il y a aussi à la fois les pirates rouges qui sont des pirates qui essayent de piller tout simplement les côtes des Six-Duchés, mais vous avez aussi les forgisés qui sont... pour la faire très très court, un peu même combat que les marchands blancs dans Game of Thrones. Ce sont des hommes qui sont transformés et qui menacent la sécurité des Six-Duchés. Au début, c'est pas très présent, mais je doute qu'à la fin, ça va être le point principal de discorde, j'imagine. Donc il faut le voir un petit peu comme ça. Et vraiment... c'est incroyable, c'est génial, c'est palpitant, c'est plein de retournements de situation, je pleure à tous les tomes, parce qu'à tous les tomes il y a un truc qui me fait pleurer comme pas possible. Enfin vraiment, on s'investit en fait dans ce monde, on s'investit dans cette histoire, c'est incroyable. J'ai rarement vécu ça, et je n'ai qu'une hâte en fait, c'est de continuer, parce que pour tout vous dire, j'avais lu le 1, puis très longtemps après j'avais lu le 2-3 qui en fait correspondent au tome 2 dans la version originale de la première trilogie, et je me suis dit oh mais c'est incroyable, faut que je continue, et en fait j'ai pas continué, et j'avais tellement envie d'avoir l'esprit frais pour continuer que je me suis réécouté le 1 et le 2-3 qui font donc partie du 2. Là je vous avoue qu'il me reste juste ça du tome 3, donc du tome 2 en version originale, et juste après j'aimerais bien continuer avec les tomes
3, 4, 5 qui en version originale correspondent au tome 3. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur comment lire les sagas de Robin Hobb. Ça va venir, comme ça vous y verrez plus clair parce que franchement c'est pas évident. Et moi je trouve que quand une œuvre a été pensée sur une totalité, on peut pas juger juste la première partie parce qu'elle est forcément un peu lente. Voilà, c'est tout ce que je pense. Donc voilà, j'en suis bientôt ici, à la fin. Je sais que je vais pleurer dans pas longtemps. Je le sais, puisque je sais ce qui va se passer. Mais en fait, presque avec un peu de sadomasochisme, j'ai envie de pleurer. J'ai envie d'être dévastée comme la première fois. Et après, je vais enchaîner parce qu'il est hors de question que je laisse cette saga plus longtemps de côté alors qu'elle me fait vivre des émotions et elle me rend heureuse et elle me donne vraiment du plaisir de lecture, enfin d'écoute pour le coup en ce moment. Mais juste c'est une saga que j'aime de tout mon cœur, donc voilà, ça fait très longtemps que je vous en parle. J'y reviendrai plus en détail quand j'aurai terminé la trilogie originale et que je vous ferai un saga en série spécial sur cette saga pour vous donner envie de la lire. Parce qu'en fait il faut qu'il y ait plus de personnes avec qui je puisse partager mon désespoir, mon chagrin, ma joie, mes peines, voilà. J'espère que mon blabla ne vous a pas endormi et que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit poignard, une petite dague pour l'assassin royal. Je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo, vraiment merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez soutenir d'autant plus ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.